Parfois, le danger ne frappe pas par hasard. Parfois, il observe. Pendant plusieurs nuits, un homme s'est caché dans l'obscurité à quelques mètres d'une maison ordinaire. Il regardait à travers les fenêtres, il apprenait les habitudes d'une famille, il attendait le bon moment. À l'intérieur, une petite fille de 8 ans dormait paisiblement. Elle s'appelait Shasta Growney. Le lendemain matin, presque toute sa famille serait morte et son cauchemar, lui, ne ferait que commencer. Bonjour ou bonsoir tout le monde, moi c'est Tariq et voici l'une des affaires criminelles les plus choquantes des États-Unis. Dans une maison ordinaire de l'État de l'Idaho demeure la famille Growney. La famille Growney est constituée de la mère Brenda Growney, 40 ans, et ses 3 enfants qu'elle avait eus de son ex-mari qui sont Dylan, Shasta et Slade. Slade était l'aîné de la famille, il avait 13 ans et jouait le rôle de l'adulte entre ses frères. Dans la famille, il y avait aussi le copain de Brenda qui est Mark Mackenzie, 37 ans, que tout le monde aimait et l'appréciait exactement comme s'il était leur père biologique. Shasta de 8 ans et Dylan de 9 ans étaient toujours ensemble et étudiaient dans la même école. Ils étaient comme des jumeaux. Tandis que la mère, Brenda, était quelqu'un de très expressif, du genre à mettre de la musique un peu trop fort dans le salon, à danser quelques minutes pendant qu'elle faisait le ménage, pas parce qu'elle avait le temps, mais parce que c'était sa façon de respirer. Elle aimait ces moments simples, les petits instants où la maison semblait vivante, où les enfants riaient, où tout allait bien, au moins juste pour quelques minutes. Brenda, un jour, elle identifie un homme avec une attitude un peu bizarre, comme s'il était en train d'observer la maison. Elle a décidé donc de notifier ça à toute la famille et a commencé à en parler à tout le monde. Brenda avait raison car justement, un homme étrange qui s'appelle Joseph Duncan espionnait la maison depuis plusieurs jours. Il utilisait des jumelles, même un équipement de vision nocturne. Il savait déjà qui dormait où, à quelle heure la maison devenait silencieuse et quand il pouvait entrer sans être interrompu. Mais qui était alors cet homme Joseph Edward Duncan? Cet individu n'est pas devenu un monstre du jour au lendemain. Depuis son adolescence, il était déjà connu des autorités. Agressions sexuelles, violences et obsession pour les enfants. Chaque fois qu'il sortait de prison, il replongeait. En 2005, Duncan est un homme sans attache, sans emploi stable, vivant dans sa voiture. Il se déplace de ville en ville, armé, paranoïaque et surtout plein de haine. Et à ce moment-là, il cherche une cible. Dans la nuit du 16 mai 2005, Duncan passe à l'action. Il entre dans la maison armé. Shasta se souviendra plus tard du bruit que quelque chose n'allait pas. Dans le salon qui ressemblait les adultes, c'est-à-dire sa mère, son frère aîné Slade et le compagnon de sa mère. Tant que les enfants regardent, il attache les membres de la famille qui sont paralysés par la peur et puis, un à un, il les tue à coups de marteau. Shasta et Dylan assistent à tout. Ils comprennent que personne ne va les sauver. Et pourtant, le pire n'est pas encore arrivé. Après les meurtres, Duncan ne fuit pas immédiatement. Il prend les 2 enfants, il les force à monter dans sa voiture, il quitte leur maison sans savoir qu'ils ne la reverront jamais. Commence alors un cauchemar de plusieurs semaines, loin de tout le monde. Quelques jours avant le drame, un homme de voisinage passe voir Slade Growney, le grand frère de 13 ans. Pour un truc banal, il lui a demandé des travaux de jardinage. Rien d'extraordinaire. Slade accepte et l'homme lui dit un truc simple. Demain, je repasse te payer. Le lendemain, l'homme revient. Mais quand il entre dans la maison, il comprend immédiatement que quelque chose ne va pas. Il y a du sang partout. Pas juste une trace, pas un accident, mais 3 corps. La mère, Slade et le compagnon de la mère. Mais il y a quelque chose qui frappe encore plus fort que l'horreur elle-même. Les 2 plus jeunes enfants sont plus là. Et à ce moment-là, tout change. La police arrive vite, la maison devient une scène de crime. Pour les enquêteurs, il n'y a aucun doute. Ce n'est pas un cambriolage, ce n'est pas une dispute qui a dégénéré, c'est ciblé et organisé. Mais surtout, c'est incomplet. 3 morts, 2 enfants disparus. Et là, une question commence à tourner dans toutes les têtes. Le père biologique des enfants est contacté, il arrive, il comprend ce que personne ne veut encore dire à voix haute. Shasta et Dylan ont disparu. À partir de ce moment-là, l'affaire n'est plus simplement un triple meurtre, c'est une disparition d'enfants. Les alertes sont lancées, les photos circulent, les médias sont mêlés. Mais pendant que tout le monde cherche, pendant que les policiers reconstituent les dernières heures dans cette maison, Shasta et Dylan étaient déjà prisonniers de Joseph Edward Duncan et personne ne sait encore jusqu'où cette histoire va aller.
La captivité n'était pas une seule chose statique, ce n'était pas seulement de la peur ou de la douleur, c'était un flux de moments brisés, de cris, de silence, de confusion et de manipulation. Après plusieurs semaines dans les forêts reculées du Montana, Shasta Growney et son frère Dylan n'étaient plus des enfants qui se réveillaient sans souci. Ils étaient des survivants forcés d'un cauchemar quotidien. Ils n'avaient plus d'heure, d'espace ou de repères. Juste la présence omniprésente de Joseph Edward Duncan, un homme qui avait déjà prouvé sa violence la nuit du massacre. Duncan ne gardait pas les enfants en cils tout ce temps-là. Parfois il parlait, parfois il criait, et parfois il les regardait dormir. On ne sait pas exactement comment Duncan choisissait ce moment, mais après les déclarations ultérieures de Shasta, il alternait entre des accès de colère incontrôlables et des instants étrangement calmes où il racontait certaines choses de sa vie, des choses terribles, des confessions qu'un adulte ne devrait jamais partager à des enfants. Imagine une petite fille de 8 ans entendant cet homme lui expliquer certaines de ses propres actes, des détails sordides. Shasta a parfois été forcé d'écouter comment Duncan parlait des crimes qu'il avait commis auparavant, comme s'il cherchait à justifier ou à décrire sa propre violence. Il lui a montré des photos et des vidéos, des choses qui, pour un enfant, ne peuvent être pas simplement oubliées. Et puis, il y avait les nuits où il hurlait. Dylan, parfois il pleurait et criait, peut-être de peur, peut-être de faim, peut-être simplement parce qu'il n'était plus un enfant dans un monde d'enfants. On ne sait plus vraiment ce qui est peur ou ce qui est épuisement. Shasta pourtant restait là, immobile, essayait de comprendre comment survivre à chaque minute. Duncan ne leur a pas seulement fait peur, il leur a parfois donné des médicaments, des drogues et de l'alcool. Des choses qui les rendaient confus, troublés, comme s'ils cherchaient à mélanger douleur et lucidité. Ce n'est pas une technique isolée dans les prises d'otages, mais dans ce cas précis, cela a compliqué encore plus leur perception du temps et de la réalité. Et puis, il y a ce jour-là. Le jour où tout est devenu irrémédiablement différent. Comme toujours, ils étaient dans une clairière. La tente n'était pas loin. Duncan marchait un peu autour du feu, avec l'air calme. Dylan tenait encore la main de sa petite sœur, puis il y a eu ce bruit sec. Un tir. Dylan s'est effondré. Shasta n'a pas compris au début et elle ne savait pas ce que ça signifiait. Elle n'a pas su de suite que c'était la fin de son frère. Son frère, la seule raison qui lui permettait de tenir jusqu'à maintenant. Et ensuite, Duncan a fait ce qu'il avait déjà fait dans sa tête 1000 fois. Il l'a achevé devant les yeux de sa petite sœur. Ce moment-là, ce n'est pas seulement une image, c'est une fracture dans l'esprit d'un enfant. Shasta, à ce moment-là, est passée d'enfant à simple survivante, avec une seule règle non dite. Ne pas flancher, ne pas attirer l'attention, ne pas mourir. Et c'est à partir de là que quelque chose de terrible et étrange a commencé à se produire. Shasta a compris que quelque chose que beaucoup d'adultes n'apprennent jamais. Quand la violence est constante, parfois, la seule arme qui reste, c'est la psychologie. Elle a commencé à répondre aux paroles de Duncan, non pas comme un enfant brisé, mais comme quelqu'un qui lit chaque mot, chaque ton et chaque regard. Elle ne se rebellait plus, elle n'essayait plus d'être forte comme un adulte, elle jouait sur les émotions, sur les instants de calme, comme un moyen de garder sa vie. C'était sa propre stratégie de survie. Elle a essayé de montrer à Duncan qu'elle l'aimait, mais ce n'était pas de l'amour, ce n'était pas de la confiance, plutôt qu'une stratégie de survie. Et pour un homme comme Duncan qui voyait ses propres actes comme un jeu de domination, il a cru à cette soumission. Il a cru qu'il avait contrôlé son otage, qu'il avait gagné, qu'elle était de son côté. Ce qu'il ne savait pas, c'est que Shasta utilisait ça pour garder une petite lumière d'espoir en elle. Elle a commencé à répondre à ses questions, à parler de petites choses, juste assez pour que chaque jour reste un jour de plus. Et elle ne parlait pas de ce qu'elle pensait profondément. Elle parlait des choses banales comme un enfant qui fait semblant d'être normal dans un monde qui ne l'est pas. Donc vu cette situation et la liaison qui a commencé à se produire entre les deux, Shasta a demandé un jour à Duncan de lui permettre de sortir un peu. Elle lui a dit que ça lui manque beaucoup son entourage et qu'elle veut voir un peu l'école là où il a étudié, comme ça elle peut même lui montrer. Joseph, sans aucune hésitation, il accepte et il prend la petite pour une petite balade dans son voisinage. Mais elle, dans sa tête, elle était contente car elle s'est dit que là-bas, il y aura sûrement un voisin qui va me voir et qui va me sauver. Sauf que la première fois, quand il sent quelque chose d'improbable se produit, à l'entrée, une serveuse remarque une petite fille qui correspond exactement aux avis de recherche. Elle ne panique pas, elle ne confronte pas l'homme, elle appelle discrètement la police. Quelques minutes plus tard, Joseph Duncan est arrêté. Shasta est enfin libre, vivante.
Ici, entre parenthèses, c'était pas seulement la serveuse qui a détecté la petite Shasta. Quelqu'un d'autre reconnaît son visage. Ce qui est fou également et que Duncan n'a pas constaté, c'est que l'avis de recherche était collé dans la porte du restaurant. La petite Shasta rencontre son père biologique, mais pour les deux, malheureusement, c'est une joie, mais une joie qui est amère. Duncan est jugé pour meurtre, enlèvement et abus. Il plaide coupable, il passera le reste de sa vie en prison. Mais aucune condamnation ne pourra effacer ce qui a été perdu. Après 20 ans, Shasta arrive à témoigner dans les médias. Elle dit un truc glaçant à propos de ce type, comme quoi une fois quand il était en train d'abuser de Dylan, il lui a dit « Demande à Dieu de t'aider ». Il tourne la tête envers Shasta et lui demande pourquoi Dieu n'est pas venu l'aider. Après lui-même, au niveau des interrogatoires, il n'a pas cessé de parler du diable et des voix qui entend en permanence dans sa tête. Cette affaire, ce n'est pas seulement celle d'un monstre, c'est aussi celle d'une enfant qui a compris à 8 ans comment survivre à un prédateur, pas par la force, mais par l'intelligence émotionnelle. Et rien que pour ça, elle mérite d'être racontée correctement. C'est tout pour cette histoire, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker et à abonner comme une sorte de support. Portez-vous bien et à la prochaine.